Bienvenue dans PAF, l'émission décortique l'actualité. On parlera cette semaine de prélèvement à la source, on parlera du Code du travail, on parlera du baccalauréat, de l'article 49.3. On reviendra aussi sur le droit du sol et du droit du sang. Enfin, un sommaire très chargé. Et pour en parler, Florence Mercadet-Choquet, bonjour, avocate au barreau de Versailles. Jean-Luc Madec, toujours à la commanderie avec un grand projet. On en parlera d'ici quelques semaines. Et celui de Bépin, ça décortiqué. Absolument. Mustapha Larbaoui qui a lancé l'appel du 17 juin, du 16 juin, pardon. Bonjour Patrick. Vous l'avez lancé cette semaine, on en dira peut-être un mot tout à l'heure quand même, parce que c'est parti. Volontiers. Et Jean-Charles Lajoigny, éditeur. Bonjour. Éditeur heureux, puisque avec des livres qui marchent très bien. Voilà. En gros, oui. En gros. Donc beaucoup de sujets cette semaine. On peut commencer par ce qui fait débat, l'impôt. Et l'impôt sur le revenu notamment, avec le prélèvement à la source qui est, ça y est, acté. Ça sera pour 2018. Il y aura une année blanche en 2017 qui n'en sera pas vraiment une, parce qu'on passera directement de 2016 à 2018. Ça vous intéresse ou pas, Mustapha, vous en fichez, je pense. Non, moi je m'en fiche absolument pas, parce que je suis concerné, comme une grande majorité des Français, on est concerné par l'impôt. Concerné une grande partie, voire même celles qui n'en payent pas en rêveraient, puisque après tout, oui. Il y a ceux qui on paye des impôts, mais le revenu suit. Oui. Donc ceux qui n'en payent pas, d'ailleurs au passage, on dit toujours qu'il n'est pas normal que des gens ne payent pas d'impôts, auquel cas peut-être que s'ils gagnaient autrement leur vie, ils en paieraient, et pour certains ils en rêvent. Mais c'est pas la question. Ouais, non, moi bien sûr je me sens intéressé puisque je serai concerné. Ce qui m'intéresse, c'est le débat autour de la construction de cette idée, c'est-à-dire que, de ce que j'ai compris, la France n'est pas le seul pays concerné. Il y a d'autres pays qui le font déjà. Pays qui le font. Et depuis un des rares à pas le faire en Europe. Pratiquer. Absolument. Et finalement, la discussion est en train de tourner surtout sur les aléas de cette mesure, sur la difficulté de la mise en œuvre, sur toute la problématique finalement de mise en œuvre. Ça me paraît effectivement être très compliqué. Il y a une possibilité de faire ça d'un coup. Donc ça serait la fameuse année blanche qui n'en serait pas une, mais ça serait brutal, ça serait pour le coup en une fois. Certains pensent le faire de façon progressive, le débat n'est pas tranché. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, il faut retenir une idée très simple, c'est que, pour le coup, on parle de simplification dans ce pays. La difficulté sera le moment du passage au prélèvement à la source. Mais sur le principe, vous êtes je suis plutôt favorable. D'accord. 2, on est vers la simplification, la clarification. Alors il y aura effectivement des difficultés à la mise en œuvre et puis probablement une année un peu charnière. Mais pour ce qui me concerne, bien sûr, Patrice. Jean-Charles ? Moi, franchement, je ne vois pas bien l'intérêt de ce genre de réforme. Je veux dire, la majorité des Français sont mensualisés, donc ils payent de toute façon leurs impôts tous les mois. Donc il n'y a pas de vrai souci. Après, être pour ou être contre, c'est pas très important. Mais en fait, ça va encore être une usine à gaz, que ça va quand même être hyper compliqué, parce que pour les entreprises, ça va quand même être beaucoup de boulot. C'est les entreprises qui vont déclarer l'impôt. Ou les banques. C'est pas encore les banques. On peut gager raisonnablement que pas un fonctionnaire, il n'y aura pas un fonctionnaire en moins alors qu'ils ne feront plus le boulot. Donc ça va encore une fois... Alors ça va dégager des emplois, probablement. Non, parce qu'il va y avoir un contrôle. Mais pas du tout, parce qu'il y aura les types qui pour l'instant collectent l'impôt seront affectés au contrôle des gens qui collecteront leur place. Donc on va multiplier les couches du millefeuille, comme d'habitude. Et puis voilà. Et puis honnêtement... Quand même, le travail qui a été fait par l'administration sera fait ou par les entreprises ou par les banques. Mais je suis prêt à parier. Est-ce que vous voulez qu'il n'y aura pas un seul poste dégagé et de fonctionnaires libérés? Ils seront toujours occupés à la même chose. On dira, ils seront toujours en train de dire on est débordés comme avant, etc. C'est pas l'objectif, en l'occurrence, c'est pas l'objectif. Non, l'objectif de la simplification pour les salariés. La simplification, c'est de dire, voilà, chaque année, je sais ce que je gagne, je sais ce que je paye. C'est clair, c'est à la source. Voilà, donc c'est globalement la simplification qu'on a recherchée. Si demain, il y a, par ce biais, des économies à faire, ils seront faits, mais c'est pas ce qui a été annoncé. C'est la simplification. Et on serait les seuls, finalement, à avoir raison, probablement. Oui, probablement, oui. Enfin, mais dès qu'il y a quelque chose de compliqué, on s'y attaque pas. Moi, non, mais je trouve qu'avec 4 millions de chômeurs, je pense qu'il y avait des réformes plus importantes. Alors, c'est annoncé comme un truc extraordinaire. C'est une réforme du prélèvement, c'est pas une réforme des finances publiques. Ça peut être le préalable à une vraie refonte
de l'impôt, parce que du coup, c'est ça à serait l'envers. clair. Je suis pas d'accord, c'est à Ça serait- l'envers. Il Ouais, fallait je, mieux- ouais, je suis optimiste. Non, mais tiens, je pense autour de qu'il- cette table, il y en a un. Il y en a Oui. un, on est d'accord. Mais ça peut être le préalable, effectivement, une refonte Je pense qu'il des- aurait peut-être fallu des commencer. niches fiscales, et ça permettra le nettoyage plus facilement, parce que c'est Laisse parler clair madame un petit peu. et c'est automatique. Tais-toi. Ça, c'est compliqué de faire taire Mustapha. Mais j'ai des non, choses mais- intéressantes. Mais à oui, dire. mais c'est passionnant. J'ai C'est quelque chose passionnant. d'intéressant Et d'abord, à vous dire. êtes, je pense que vous serez le seul à défendre ce point de vue ici. Donc, En plus. Ah non, mais moi je intéressant. trouve que Merci. c'est très bien aussi. La seule chose, c'est que c'est une annonce politique, alors même que le technique n'est pas prêt du tout. Donc là, c'est un premier problème. On est aussi effectivement un des rares pays en Europe à pas avoir ce prélèvement à la source, sauf que tous les autres pays sont sur de la fiscalité individuelle, alors que nous, on est sur de la fiscalité du foyer. c'est ça. Donc Oui. on a un problème Nous, c'est de la fiscalité du foyer, on a le problème Selon du la quotient situation familial. matrimoniale, selon le nombre exact. d'enfants, etc. Donc c'est un peu compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus faut le compliqué. Donc il aurait été, avant de faire la réforme de la collecte, il aurait peut-être fallu faire de la réforme fiscale d'abord, se préparer à ça, et ensuite faire la réforme de la collecte. Donc je pense qu'on a fait les choses un petit peu à l'envers. Sinon, non, je pense que c'est bien, mais ça va effectivement remettre un peu plus de boulot pour les entreprises qui vont devoir faire la collecte à la place de l'État. Et dans les autres pays européens, j'ai regardé un petit peu le problème, ça n'a pas dégagé un seul emploi, voire même ils ont dû embaucher parce qu'il faut contrôler les entreprises qui collectent. Et puis de toute façon, ça n'empêche pas de faire sa déclaration fiscale. Et puis on n'a pas traité le problème des commerçants, des professions libérales. Est-ce que ça va être des acomptes, pas d'acomptes? C'est facile pour les salariés. C'est mais fait pour pour les les salariés. c'est fait A pour les- priori, ça sera les salariés qui sont concernés. Les autres, on les sait pas. autres, si, parce qu'on commence à se dire qu'il va falloir qu'ils payent des acomptes, donc c'est une espèce de mensualisation, mais sur la base de l'année N-1, alors même que ce sont des gens qui ont des revenus qui sont variables et qui seraient peut-être le plus intéressés Ah oui, à coller au plus près du revenu que l'on a l'année L'un N. des quoi, intérêts hein. de cette réforme, c'est justement de payer les impôts de ce qu'on Absolument, de l'année mais sauf que en sur les fonction de ce qu'on professions gagne libres- cette année-là, la même Ah ouais, année. mais sur les libéraux et les commerçants, je ne sais pas bien comment Oui, on c'est- fait ça. Et puis alors là, dernier point sur l'année blanche et le cadeau fiscal, c'est une grosse blague. Là, je Oui, pense ça que n'existe personne- pas, c'est fictif. ça. D'autant plus que le jeune qui va commencer à travailler au 1er janvier 2018, il est content, il va payer tout de suite des impôts. Oui, c'est vrai. Premier Alors, emploi. Bon. Cela étant dit, il y a quand même un point positif, c'est que tous les salariés en 2010 ne seront, enfin, aucun salarié ne sera imposé sur ses revenus de 2017. Oui. Oui. Donc c'est c'est ça. quand même Ouais. un Sur ce qu'il gagne en 2018. voilà. Donc ça peut être Il y un aura des gain. effets d'aubaine, hein. Et voilà. Et pour Est-ce qu'il faut gagner plus en 2017 alors Voilà. si on peut... Ben oui, c'est pour ça. Plutôt, on peut décaler non, parce que- 2017. et ça existait. Et car Non, mais le secrétaire d'État au budget a dit qu'ils allaient faire Oui, attention oui. à ce que justement, Oui, il n'y oui, ait pas d'effet. Des effets d'aubaine. pour les d'aubaine. primes, pour les choses comme ça. Mais en revanche, ça a été fait une année en Islande et ça a vraiment boosté la croissance. Que Ouais. ça a vraiment été. Les gens ont compris, ils ont dit, bah, tiens, je ne paye pas d'impôt là-dessus cette année, je l'investis, On je va aller chez dépense, Jean-Luc etc. Mélenchon. Donc c'est C'est pas ça que les bonus, il faut payer les bonus en septembre et pas les bonus en janvier de l'année prochaine. Jean-Luc, ça vous paraît... Oui, Jean-Luc Malek, il a un avis, évidemment. Il salarie Alain Delon aussi, mais... il salarie une douzaine de personnes. Et il voit les fiches de paye qui maintenant font une page entière remplie, parfois même plus. Évidemment, la réforme est dans les tuyaux depuis une trentaine d'années, ça n'est pas nouvelle. C'est déjà le cas dans une grande partie des pays d'Europe que le prélèvement soit fait à la source sur les salaires. Bon, compliqué, évidemment, ça le sera. La réforme, visiblement, va être mise en route. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est ce que je vous disais il y a quelques semaines, c'est que finalement, après 3 années de quasi-inaction et de chant aux bisounours, là, d'un seul coup, le président Hollande Oui, ça entre en accélère. campagne. Et il ne vous a pas échappé qu'il vous sort une réforme tous les 15 jours, et ça va continuer jusqu'à mai 2017. Donc, ne soyez pas C'est des réformes qui étonnés. ne seront applicables qu'en 2018. Bien d'ailleurs. entendu. Mais avec, vous avez vu là le coup formidable. Tiens, quand même, dans l'imaginaire public, on est en train de dire 2017, il ne se passera rien. Ah, chouette, c'est l'année des élections présidentielles. Bon, il est aujourd'hui clairement en campagne et il va vous sortir une réforme comme ça tous les 15 jours. Par contre, la réforme que moi j'attends, c'est la réforme qui a trait au train de vie de l'État. Est-ce que dans une seule des réformes qui vous a été proposée depuis grosso modo 2 mois, et parmi celles qui vont vous être proposées jusqu'à mai 2017, on parle une seule fois de la réduction importante qu'il faut faire sur le train de vie de l'État? Non. Or, notre problématique à nous, Français, réside essentiellement dans cette question: quand
allons-nous réduire réellement le train de vie de l'État? Non, mais il pourrait y avoir aussi une réforme fiscale, qui soit une vraie réforme fiscale avec. On en parle dans la forme, on n'en parle pas dans le fond. C'est pas la réforme, c'est une vraie réforme du prélèvement, fiscale, c'est pas une de baisser réforme les impôts. fiscale. Ouais. Voilà. La vraie réforme, c'est de baisser les impôts. Mais pour baisser les impôts, il faut baisser le train de vie de l'État, donc le nombre de fonctionnaires, en particulier dans la fonction publique territoriale. C'est là où on a continué de battre des records bien sûr. de recrutement C'est là où ces ça 2 s'est- dernières années. Ouais, absolument. Au fou. Alors moi, je suis très content d'entendre tout ça. C'est bien, ça amuse le peuple. Moi pas, mais en l'occurrence, ce que j'attends avec une grande impatience pour ensuite le traduire auprès de mes amis professionnels, c'est à quel moment va-t-on réduire de façon spectaculaire le train de vie de Bah, l'État? je pense que tu vas attendre un petit moment. J'en ai peur, j'en ai peur. C'est pour ça que je continue à faire du syndicalisme. Et bien justement, au point de vue, puisque vous parlez de syndicalisme, la réforme du Code du travail, voilà aussi un serpent de mer dont on parle depuis des années. Alors c'est vrai que le Code du travail est passé de, je ne sais pas, 700 pages à 8000 pages aujourd'hui, peut-être plus même. 600 articles à 8000 articles. 600 articles à 8000 articles, en combien d'années? Entre 1974 et aujourd'hui. Voilà. Alors en 1974, je crois qu'il y avait 700 000 chômeurs à peu près. Il y en a à peu près 6 millions ou 7 millions aujourd'hui, ça dépend des chiffres. Et certains disent, ben oui, et ça, on regarde et c'est plus le Code du travail s'accroît et plus le chômage s'accroît. Est-ce que vous pensez que, Jean-Luc, il y a un lien entre les deux, entre la complexité évidemment, du droit du travail, tout pour le dire monde les est d'accord choses, avec ça, et l'augmentation du chômage? Non, mais c'est pas grave, on est là pour en parler. C'est Jean-Luc Nadec. Moi, je vais vous donner un exemple encore plus précis. Nous nous bagarrons dans notre métier pour essayer de mettre en place une vraie politique pour les apprentis. Je vais vous donner 4 chiffres très très simples. En France, nous avons 438 000 apprentis, toutes activités confondues. 438 000 apprentis. En Allemagne, 1 500 000. En France, nous sommes à 25% de taux de chômage pour les jeunes entre 15 ans et 24 ans. En Allemagne, 7,6. Bien. Qu'est-ce qui cause cet énorme écart entre l'Allemagne et la France? Et si nous prenons d'autres pays du nord de l'Europe ou bien les pays anglo-saxons, on est à peu près à la même proportion. C'est quoi? C'est évidemment le Code du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une espèce d'embrouillamini d'articles de code qui fait d'ailleurs le régal de nos amis avocats. Ils gagnent leur vie avec ça. C'est bien normal et c'est normal qu'ils soient pour. Mais en même temps, il faut casser le système. Il faut casser le système. Il faut que nous puissions en France, remettre des jeunes au travail, et ça passe en grande partie par l'apprentissage. Nous pouvons au moins multiplier par 2 le nombre d'apprentis, c'est-à-dire passer de 438 500 000 à 1 million, sans atteindre le 1 500 000 de l'Allemagne, et en même temps, nous pouvons le faire très vite. Mais pour ça, il faut changer de cap, radicalement. Or, je ne vois aucune réforme venir à ce sujet, et ça me désole. Un mot, pardon, je vous passe la parole après, mais vous, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous n'avez pas engagé, par exemple, des apprentis ou des salariés à cause de la complexité du Code du travail? Évidemment, clairement oui. Clairement, oui, c'est un frein considérable, surtout dans nos métiers. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans nos métiers pour avoir un cuisinier, un serveur, un plongeur, une femme de ménage, et l'usine à gaz que c'est pour pouvoir les recruter sur des périodes courtes, longues, pour des extras. Mais c'est très compliqué. Mais à chaque fois. Donc, résultat des courses, tout le monde s'est replié dans sa coquille, et au lieu de créer des richesses, au contraire, on en fait disparaître. C'est une folie. On marche sur la tête. Alors, Florence Mercadé-Choquet, puisque vous avez été mise en cause en tant qu'avocate, vous avez la parole. Non, mais je le sais très taquin, mais alors c'est vrai que moi je défends surtout des entreprises. Le Code du travail, on est bien d'accord, il est trop gros, il est illisible, il est incompréhensible. C'est d'accord. Oui, non, mais là où je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est le Code du travail qui fait le chômage ou pas? Ou est-ce que c'est la situation économique? Voilà, mais évidemment que c'est la situation économique. Moi, je fréquente que des entrepreneurs, tout comme vous fréquentez que des entrepreneurs. Mais moi, mes clients ne me disent pas, je n'embauche pas à cause du Code du travail. Ils n'embauchent pas parce qu'ils n'ont pas de carnet de commandes. Ou qu'ils n'ont pas suffisamment de trésorerie pour assumer le paiement des salaires et le paiement des charges sociales, ou qu'ils n'ont pas de visibilité économique. Mais dès lors qu'ils ont un carnet de commandes qui se remplit et qu'ils ont besoin d'embaucher, ils vont embaucher. C'est pas à cause du Code du travail. Alors, le Code du travail est devenu complètement pléthorique et il est illisible. C'est vrai que donc on a eu cette tribune et le livre qui sort de Badinter et Lyon-Camp. Absolument, et d'Antoine Lyon-Camp, où eux-mêmes, alors que quand même on peut pas les, voilà, ils sont de gauche. Voilà, c'est ça. Ils sont des gens de gauche.
qui sont Des pour consciences Antoine de gauche, voilà, enfin, un ancien garde des Sceaux, un prof de professeur droit, spécialisé et excellent en droit social. Donc ils ont essayé de réfléchir un peu en disant et en faisant le parallèle avec le chômage. Eux, Ils le il y a disent. un parallèle entre le grossissement du coût du travail et le chômage. Pas aussi convaincu que ça. Pas Parce d'accord qu'en- avec eux non plus, alors. Non, mais je suis d'accord sur le fait qu'il faut. C'est sur l'analyse, Réformer, ouais. sur l'analyse du Est-ce fait que que c'est le la complexité chômage, des le droits de chômage travail a qui fait le décollé. chômage ou pas, Voilà, voilà. le chômage a décollé en 74, mais on a eu quand même la crise du pétrole. Parallèlement, le code du travail a grossi, mais je pense qu'il n'y a pas d'effet. Et en plus, les lois en 1974 et 80 étaient beaucoup plus drastiques et beaucoup plus compliquées, ne serait-ce que le licenciement économique, bon, qui est toujours compliqué aujourd'hui, mais avant, il fallait demander l'autorisation à l'inspection du travail. C'était beaucoup plus rigide, beaucoup Oui, plus c'était difficile. plus rigide dans les années C'était plus rigide, 75, voilà, quand absolument. il y avait que 800 articles ou 600 Exact, articles. ouais, c'est ça. Qu'aujourd'hui, il y en a 8000. Oui, il y en a c'est 8000. plus- Voilà, Bon. c'est plus souple. Mais plus c'est vrai flexible. que c'est pas possible d'avoir un code du travail à 8000 articles. Il faut effectivement, il faudrait, à mon sens, on peut pas le simplifier. Il faut le mettre à la poubelle et réécrire autre chose. Ce qu'ils disent, la seule chose, c'est qu'ils mettent Oui, est-ce les que 50 articles fondamentaux sur lesquels, en fait, c'est une synthèse du code du travail. Parce qu'ils suivent la chronologie du code, donc ils font une synthèse en 50 articles, très très bien, mais ils renvoient à la loi, ils renvoient au décret, donc je vois pas Et à la très négociation. bien, et à la Oui, négociation. est-ce que c'est pas un mal français, ça, Voilà. de vouloir tout régler par la loi, par le Non, code non, mais et s'ils de pas peuvent laisser- pas de dire- pas laisser jouer, au Ces fond, deux les forces personnalités sociales. qui sont les consciences de gauche sont en train de préparer le terrain pour une autre réforme, parce que de toute façon, il est clair que le code du travail doit être réformé. Alors Florence dit à juste titre, il faut mettre à la poubelle et tout réécrire. Mais Très oui. bien, mais ça va prendre du temps, donc il faut de toute façon les réformer. Et que font M. Badinter et M. Lyoncan? Eh bien, ils préparent le terrain. Ce sont effectivement des consciences de gauche. Il faut, parce que ça prépare ne le vous a terrain pas pour la échappé gauche. qu'à gauche, il n'y avait pas un seul parti, mais plein. Ouais. Et donc, évidemment, ils sont en train de préparer le terrain, parce que dans une des prochaines réformes que va nous annoncer M. Hollande avec son Premier ministre, M. Valls, ça va être une réforme du Code du travail. La problématique aujourd'hui, pour nous, entrepreneurs, elle est simple. C'est qu'il faut Rebsamen, pour l'instant, dit non, hein, pas, voilà, pas enfin, question. Rebsamen, c'est lui qui est ministre pour le moment, Ouais. donc lui, il se protège des coups. Parce que Mais Macron en a même dit temps, faut on sait réformer, très bien mais qu'il va Rebsamen falloir a dit pas réformer. question. Oui. Mais il faut libérer le travail, c'est une évidence. Alors, Moustapha. à la question, est-ce que En finalement, tant que chef d'entreprise, par exemple. Alors, est-ce que- à la est-ce que- question, est-ce que finalement, si le code du travail était plus simplifié, est-ce qu'il y aurait moins de chômeurs Ouais. en France? Moi, je ne crois pas non plus. Par contre, ça simplifierait peut-être les rapports entre les employeurs et les salariés, parce que voilà, moi, je gère à peu près 22 salariés au total. Est-ce que vous C'est- arrivez de ne il y pas a- engager quelqu'un en il y a- disant oh là là, c'est compliqué? En tous les cas, au moment de l'embauche, on a toujours l'impression que les salariés viennent nous rencontrer et ont peur de ne pas être embauchés. En réalité, on a tout aussi peur qu'eux de ne pas pouvoir les embaucher non plus. C'est-à-dire que finalement, la crainte, elle est des deux côtés. Il y a celui qui veut rentrer en se disant « j'espère qu'il va me prendre, j'espère », et donc il a peur d'être rejeté. Et nous, finalement, on n'a qu'une envie, c'est d'embaucher. Et cette j'espère qu'il va pouvoir peur le payer, de ne et pas voilà. se retrouver qu'un salarié qui, pendant 3, 4, 5 ans, au regard du droit du travail, dans des failles du code du travail, pourront éventuellement s'immiscer. Donc finalement, il y a une crainte des deux parties. côtés. Ça pourrait juste avoir un effet psychologique sur les deux parties. C'est la seule chose que je vois réellement pour détendre un petit peu les choses entre les deux parties. Deuxièmement, c'est très complexe, donc ça suppose que moi je suis constamment à vérifier tout ce que je dis, tout ce que je fais, donc à vérifier par voie d'avocat ou l'expert comptable. Donc c'est vrai que c'est une lourdeur, on va dire, mais ce n'est pas ce qui est le frein à l'embauche et à l'économie. Moi, je pense que la France, étant 5e puissance du monde, quand on la compare avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, les États-Unis, quand on a des PIB par tête d'habitants, finalement, la vraie question, c'est quoi? C'est le choix de société. La France décide d'avoir des salaires, alors j'ouvre les guillemets, relativement élevés pour une proportion de population plus restreinte que dans d'autres pays, auquel cas, ceux qui ne rentrent pas dans l'entreprise, parce qu'on a décidé de les payer, je dis bien, relativement plus cher qu'ailleurs, il reste un stock de personnes, toujours avec des guillemets, pardon, qui sont rémunérées socialement, auquel cas, il y a l'entreprise qui supporte pour des revenus à peu près convenables, dit-on, et puis le reste est pris en charge par toute la société sur le delta. Dans d'autres pays, on a fait d'autres choix. Il y a moins de chômeurs aux États-Unis. Oui. Il y a pratiquement plus de chômeurs. En C'est Angleterre, pratiquement le plein emploi en Angleterre et en Allemagne. Simplement, est-ce qu'en France, on Sauf est que- prêt, sauf qu'il t'a- non pas à toucher au code du travail, voire à le simplifier, mais est-ce qu'on est prêt à des jobs à 1 euro, et auquel cas on pourra donner des statistiques où il n'y aura plus de chômeurs. Et effectivement, Des jobs avec moins de temps de mais si il y on a travail, des laisse- choix de c'est- société. c'est- Donc c'est- cette question, si je peux me c'est une permettre, vraie question. la question du chemin, c'est pour moi la question du choix de société. Est-ce qu'on veut que tout le monde travaille, auquel cas
ça sera des salaires qui seront très très dégradés, ou est-ce qu'on dit voilà, il y a des entreprises où les gens travaillent dedans et ils sont plus ou moins bien payés, et les autres, on essaye de c'est un vrai choix de société. Non, mais est-ce qu'on fait comme, enfin c'est dans le sens de ce que vous dites, est-ce qu'on fait comme en Angleterre des contrats de travail à 0 heure? Par exemple. Ce qu'on ne peut pas faire, mais dans ce cas-là, on ne peut pas laisser notre code du travail. 0 et voilà, c'est ça. Ça, c'est pas possible. Et sans délai. Les contrats en Angleterre, c'est Non, on signe ce que avec je veux une dire, entreprise à 0 heure, c'est-à-dire que l'entreprise a besoin de la personne, décroche le téléphone, j'ai besoin de vous pour une semaine, 15 jours, 35, 40 à la tâche. Après, en fait, c'est à la tâche. Voilà. Mais ce que je veux dire, Patrice, c'est qu'il y a deux débats contradictoires. C'est-à-dire qu'on veut absolument, et les politiques ont cette pression de faire baisser la courbe du chômage. Et en même temps, personne ne dira, pour ça, on est prêt à avoir un job, soit avec des contrats à 0 heure, soit des contrats à 1 euro de l'heure. Donc c'est ce débat de contradiction. Vous avez raison. Bien sûr, moi c'est ça. Et c'est pas le code du travail. Par contre, contre, je réclame à ce que le code du travail soit un peu plus simplifié. Dans les rapports entreprises, entrepreneurs et salariés, ça pourrait mettre un peu de souplesse. Et puis nous, ça nous permettrait de travailler avec un peu plus de souplesse. Mais encore une fois, on a besoin de salariés pour nos entreprises. On a envie de travailler avec les uns et les autres. On a besoin de travailler collectivement. Et puis, alors les bonnes consciences dont on parle, les bonnes consciences de gauche, comme si les mecs de gauche n'avaient pas le voix au chapitre sur l'économie ou sur les entreprises. Alors c'est vrai que de plus en plus, il y a des mecs de gauche qui donnent leur avis sur l'entreprise. Mais finalement, c'est probablement le bon sens qui l'emporte aussi chez eux. Voilà, moi, c'est la bonne chose. De la résistance de M. Macron, qui est, je pensais être un simple fusible. Par exemple. Et en fait, c'est un fusible sacrément résistant. Non, mais il faudrait avoir les 50 principes fondamentaux donnés par Badinter et Lyon-Camp, mais renvoyer après, pour le reste, à la négociation dans les entreprises. Et permettre aux entreprises qui n'ont pas de délégué du personnel, pas de délégué sur les petites boîtes de moins de 11 salariés, de pouvoir faire des accords. L'histoire de savoir pour une fois pas les mêmes règles, forcément. L'histoire de savoir combien coûte un licenciement à terme, je sais ce que ça va me coûter, je le sais, je m'engage. Par contre, c'est à chaque fois, si c'est la roulette, si c'est le casino, si c'est savoir que je vais rentrer dans des procédures qui vont durer 4 ans, que ça va coûter je ne sais combien. Tout à l'heure, mais dans la réforme, il y a aussi le fait que les indemnités sont plafonnées maintenant. Il aurait fallu faire sauter le plancher aussi. Parce que là, on laisse toujours le plancher de 6 mois pour quelqu'un. Alors, quelqu'un qui a 2 ans et 2 jours va avoir droit à 6 mois minimum. Quelqu'un qui a 1 an et 11 mois et 29 jours, lui, il n'aura pas le. Il aurait fallu faire sauter le plancher et mettre un plafond. Un plafond. Jean-Charles Lajoie. Pour en revenir à votre question du départ, je ne pense pas que le code soit un frein à l'embauche. Qu'un frein à l'embauche, c'est le coût du travail, le coût des charges qui est faramineux. Et puis deuxièmement, l'extrême difficulté pour une société à se séparer d'un salarié. Et tout à l'heure, Jean-Luc parlait de l'exemple allemand, qui ne me fait pas rêver tant que ça, parce que les salaires à 1 euro de l'heure, je ne trouve pas ça extraordinaire. Mais aux États-Unis, on peut virer quelqu'un du jour au lendemain et dire voilà, maintenant ce soir tu ne travailles plus. Et c'est dans les mœurs. Et si on est sympa, on donne 8 jours aux salariés ou 15 jours. Alors, c'est un côté horrible. Nous, en France, on dit, mais c'est monstrueux, etc. C'est un truc de salaud. Mais pas du tout, parce qu'aux États-Unis, le type qui se fait virer du jour au lendemain, dès le lendemain matin, il trouve un autre boulot, parce qu'il n'y a aucun frein à l'embauche. Parce que de toute façon, on peut se séparer si l'un ou l'autre s'entend. Et c'est ça qui était vraiment un vrai frein. Moi si je n'embauche pas par moment, c'est parce que c'est le coût du travail. Et c'est ça. C'est-à-dire, on se trompe sur un truc, on n'a plus envie pour une raison ou pour une autre. On est lié. Alors, pour une grosse boîte, c'est moins gênant, parce que non, mais c'est toujours gênant. Mais pour une boîte de taille plus modeste, c'est un truc qui peut vous mettre définitivement à genoux. Donc ça, c'est un véritable frein. Sur ce sujet, on a tout dit. On a tout dit. Alors, je vous propose qu'on passe à un autre sujet, qui est celui de l'acquisition de la nationalité française, droit du sol, jusqu'à présent c'est le droit du sol. Avant d'en parler, je propose de voir un sujet sur une grève d'intérimaires qui sont des sans-papiers. C'est une opération coup de poing. Mercredi dernier, ces travailleurs sans papiers ont investi l'agence ADECO de Montigny. Au cœur du problème, des heures supplémentaires ou des journées qui resteraient impayées, ou encore des certificats CERFA non délivrés nécessaires à l'obtention des papiers d'identité. C'est pour demander notre régularisation sans condition. Parce que nous acquittons de tous nos droits, nous remplissons les caisses de l'État français, nous payons nos impôts, nous payons tous nos devances que nous devons payer. La caisse de sécurité sociale, nous la remplissons comme tous les Français le font, et sans avoir aucun droit de retour. Aujourd'hui, vous êtes là, vous comptez rester jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons satisfaits à 100% de nos revendications.
Soutenus par la CGT mais également la Ligue des droits de l'homme, depuis une semaine, ces hommes vivent et dorment sur place en attendant un rendez-vous avec la direction. Cette situation d'idées clandestins, elle perdure parce que les lois sont faites pour ça. Tant qu'on a un moyen de pression sur des personnes, quelles qu'elles soient, ici c'est à cause de leur nationalité, quand on a un moyen de pression pour faire baisser les salaires, pour les mettre en situation de précarité, effectivement, c'est une exploitation. Pour sortir de cette situation, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une, c'est l'égalité. Un problème qui se généralise dans les agences d'intérim. Pour le moment, aucune rencontre n'est encore prévue avec ADECO. Dans les Yvelines, une deuxième agence à Poissy est également occupée depuis mercredi. Voilà, les sans-papiers qui font grève, ce qui veut dire qu'on peut avoir des sans-papiers peut-être revendiqués, ce qui est quand même, ça paraît toujours un peu invraisemblable. Mais Ce que je n'ai pas bien compris, c'est les sans-papiers qui travaillent. oui, Et donc ils travaillent officiellement sans absolument. papier. Mais ça a toujours été comme ça. Oui. Moi, j'ai vu des Voilà. grèves Oui, comme ça non, mais devant les restaurants. voilà, il y a une c'est certaine quand époque, même, sans papier en grève. C'est toujours pareil, un peu. Voilà, il y a quand même des choses. Oui. L'énoncé même du truc pose problème. C'est ça. Tout le monde vous c'est dit, ça. oui, pas de place pour les immigrés clandestins, Voilà, voilà. voilà. Mais Enfin, tant mieux. Mais tant mieux pour eux. Tant mieux. Oui. Moi, je suis ravi qu'ils trouvent du boulot. Je me demande s'il n'y a pas une cause à effet par rapport au sujet précédent. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui payent des salaires Absolument, ouais. mirobolants, puis finalement, ça serait finalement le biais que l'émigration apporte des gens qui seraient moins bien payés ou moins bien regardants, voire des gens qui seraient quasiment sans contrat de travail. Auquel cas, ça serait une manière d'avoir des charges ou des salaires moins importants à payer. C'est une question que je pose. C'est le patronat au départ qui a voulu l'immigration Voilà, pour c'est ça. pouvoir faire jouer avec des. Il ne faut pas déconner quand même. C'est Ah bah, l'argumentation c'était nationale, ça, on ne va pas se c'est satisfaire pas tout à de fait ça. faux, non C'était celle du Parti communiste à l'époque. Je vais vous donner des cas extrêmement concrets, excusez-moi. D'abord, vous avez beaucoup de personnes issues de l'immigration qui se baladent avec des fausses cartes, ou la carte de leur cousin ou de leur cousine, ça pose un vrai problème. À partir du moment où ils ont un contrat de travail, et je parle sous le contrôle de Maître Mercadet, évidemment qu'il y a une fiche de paie, ils sont déclarés. Pour l'entreprise, ils sont des gens parfaitement en règle, sauf que les papiers ne sont pas bons. À partir de là, et c'est le cas d'ailleurs d'une partie de ces garçons, ils disent mais ça va pas. Moi, j'ai un job, je paye des cotisations sociales, etc. Et oui, effectivement, c'est pas des bons papiers, mais aidez-moi à en avoir des bons. Alors effectivement, très très souvent, ça pose un vrai problème. La préfecture, celle des Yvelines, mais toutes les préfectures aujourd'hui, sont beaucoup plus regardantes sur le sujet. Mais en même temps, vous avez dans le bâtiment et les travaux publics, et vous avez dans le domaine de la restauration, des vrais besoins d'emploi, parce que nous ne trouvons pas de collaborateurs. Et ça, c'est valable pour la région parisienne, mais c'est valable sur tout le territoire. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est le chat qui se mord la queue, vous savez. Et là, il y a un gros problème. On parle des chômeurs, 6 millions, disiez-vous. Oui, c'est à peu près ça sur les chômeurs et les précaires. Mais il y a aussi 800 000 postes qui ne sont pas pourvus en France. Et vous avez des quantités d'affaires, restaurants, hôtels, Paris, région parisienne, qui ferment des rangs, qui ferment des étages d'hôtels, parce qu'ils n'ont pas de femme de chambre, pas de plongeur, pas de serveur, pas de cuisinier. C'est un vrai problème. Qui marche grâce à ces immigrés clandestins aussi, non, de mais temps en non, temps. c'est pas vrai. Mais non, il y en a, bien sûr qu'il y en a, mais c'est pas l'exception qui fait la règle. Non, mais donc chacun ça leur est utile aussi. Non, mais chacun cherche à être en règle et c'est bien normal. Bien sûr. Maintenant, la règle est tellement complexe qu'effectivement, il y a des difficultés. Alors, il faut libérer un peu le travail. Maintenant, c'est vrai que dans les gens qui sont à faire des mouvements, il y a du bon et du moins bon. Bon, mais il y a une chose en tout cas dont il faut tenir compte. Bien sûr que le Front National défend l'idée que plus on a d'immigrés, plus les salaires baissent, mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est plutôt celle que donnait tout à l'heure Jean-Charles. Nous avons besoin de recruter des gens. Et la problématique, effectivement, du coût du travail n'est pas à confondre avec le salaire. Moi, les gens que j'emploie ont des salaires nets bien trop insuffisants pour leur permettre de vivre convenablement. Par contre, nous avons des charges sociales beaucoup trop élevées. Alors, je me rappelle que Moustapha, il y a 4 semaines, nous disait oui, mais vous comprenez, les médicaments, la prise en charge médicale, le médecin, le machin, ça coûte beaucoup d'argent. Mais je pense que nous sommes maintenant à une période où il va falloir réviser tout ça, remettre tout ça d'aplomb, et ça nécessite des réformes importantes. Et les réformes pour lesquelles on nous bassine avec les médias depuis 2 mois sont pas à la hauteur de ce que ce pays a besoin.
Donc je voudrais juste terminer ma phrase, parce que, en l'occurrence, Jean-Luc, l'argument il a fait une parenthèse. L'argument que j'évoquais n'est pas celui du Front National, puisqu'il existe, le Front National n'existait même pas quand le Parti communiste le disait déjà. Je ne voudrais pas que ce soit non plus l'alpha et l'oméga. Chaque fois qu'on dit quelque chose ici, si le Front National l'a dit, alors nous serions taxés d'être probablement partisans de leur thèse. Et on peut penser que l'immigration a pesé sur les salaires. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout simplement une grosse hypocrisie, encore une fois. C'est que dans les années 40, 50, ce pays était à reconstruire. Les immigrés sont venus dans une vague d'immigration qui est celle de mes parents, tout simplement. Et les miens. De mes parents, en l'occurrence, mais de beaucoup d'autres, parce qu'ils n'étaient pas tout seuls. Et on a perpétré ce mouvement parce qu'à un moment donné, il y a un besoin. Et tout le monde recherche le rapport qualité-prix, comme vous recherchez le rapport qualité-prix dans d'autres secteurs d'activité. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'on l'a fait, mais c'est encore pour ça qu'on continue à le faire, sauf qu'on ne le dit plus. C'est-à-dire, c'est quoi le rapport qualité-prix ? Le rapport qualité-prix. J'entendais dans les propos de Jean-Luc, tout le monde a envie d'être régularisé. Bah ouais, moi j'ai envie de dire que tout le monde a envie d'avoir une vie digne, c'est-à-dire avoir un travail, avoir une famille, comme a pu le faire ou mon père, ou tous ces messieurs qu'on a vus tout à l'heure et ces dames. Donc c'est pas tellement envie d'être régularisé, c'est d'avoir une vie, on va dire, confortable et régulière. Et ça passe par la régularisation. Oui. Sauf qu'il y a une chose qu'on omet de dire, c'est que, vous disiez tout à l'heure, ils ont des fiches de paye, ils travaillent, ils perdent leurs taxes. Moi, c'est pas de ça dont je parle. Je dis qu'ils sont probablement pas payés de la même façon que les autres. Et c'est ce coût du travail diminué, parce que je ne sais pas de combien on parle sur ces fiches de paye que vous évoquez. On parle de salaire. Je dis que c'est un peu plus malléable. C'est probablement un peu plus malléable. Soit en tarif. Non, je ne peux pas laisser dire ça. Moi, je paye bien mes collaborateurs et mes collaboratrices, et les salaires sont convenables. Je pose simplement des questions. Je dis simplement que quand on dit ces gens-là ont des fiches de paye et ils sont, entre guillemets, à régulariser, moi, c'est la question que je pose, c'est au niveau du taux horaire, le côté malléable dans l'effort, et cette hypocrisie qu'on a à exploiter aussi. Mais ça, c'est ça dont je parle. C'est trop facile à dire. Mais non, c'est pas facile. Moi, je suis sur un contrat tarif horaire. À partir du moment où tu as des papiers qui soient vrais ou faux, je veux dire, l'employeur, lui, il considère que la pièce d'identité est bonne et il paye un SMIC hôtelier ou un SMIC. Dans nos entreprises, c'est exactement ça. Mais je ne suis pas convaincu que ceux qui utilisent cette manœuvre, qu'on n'utilise pas dans les nôtres. C'est très bien que le travail au noir, etc. Il y a deux choses. Il y a les salaires et il y a des emplois qui sont. Ce que disait Jean-Luc aussi, il y a des emplois qui ne sont pas pourvus. L'hypocrisie, Patrice, va au-delà des simples entreprises et entrepreneurs, parce qu'au bout de la chaîne, il y a un destructeur de valeur, il y a un client qui veut payer de la même façon, au moins cher. Donc on est tous engagés à une course contre les prix, et chacun essaie de trouver des méthodes. L'émigration en est une. Encore une fois, c'est pas politique ce que je dis, c'est très économique. Ça touche de très près à la politique. Par contre, c'est un choix de société. Et le choix de société, c'est de la politique. Juste peut-être avant de revenir à la nationalité française, est-ce que vous avez vu justement la proposition de Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, qui est de dire, après tout, puisqu'on va avoir une vague d'immigration qui va venir probablement et qu'il faudra bien un petit peu accueillir, pourquoi on ne ferait pas revivre des villages qui sont abandonnés, qui n'existent plus, qui ne vivent plus, grâce à cette immigration? Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Il faut des boulots autour du village, déjà, pour permettre aux habitants de ces villages de pouvoir... Si on fait revivre le village, il va y avoir des zones franches. Alors, les zones franches, on a déjà essayé, les zones franches. Ça n'a pas donné de résultats probants. Donc, les villages, pourquoi pas. Mais bien sûr que nous pouvons faire occuper des villages par des familles. C'est pas mal de faire revivre des villages. À condition qu'il y ait du boulot à côté. C'est tout. Si c'est pour les prendre en charge, leur donner le village, et les prendre en charge par les subventions dans tous les sens, je ne vois pas très bien l'intérêt. Je ne comprendrais pas. L'idée est magnifique. Après, effectivement, il faut voir comment c'est financé. Après, on peut aussi se dire que, quitte à financer quelqu'un, autant le financer dans une maison, dans un village, et ça va sauver l'école, ça va sauver la boulangerie, ça va sauver le petit bureau de poste, que de savoir qu'ils vont s'entasser dans une cité absolument sordide et toucher les mêmes émoluments. Donc voilà, ça c'est déjà une chose. Quitte à toucher une aide, autant la toucher dans un endroit riant et qu'on puisse en avoir un petit intérêt dans certains endroits. Après, l'autre question que ça peut poser, c'est aussi, si on fait ça pour les migrants, et c'est très bien, et c'est très noble, c'est une très belle idée de Raffarin. Pourquoi ne pas le faire et le proposer à des gens qui ne seraient pas des migrants, mais des Français classiques, et qui sont à peu près dans
dans la même Des migrants de insécurité, l'intérieur. dans la même insécurité, Oui, dans le même malaise, voilà, auquel on donc ça pourrait va faire être la des gens en même, difficulté. on pourrait faire la même Mais ça, proposition en c'est- disant, écoutez, voilà, L'idée nous, de faire on vous propose- Il y a revivre pas des un villages, village, je trouve. il me semble avoir entendu à la radio la semaine dernière un village qui a proposé, qui avait mis la vente d'un terrain à Ah 1 oui, oui. euro Non, mais le, voilà, un non, euro mais le la- mètre carré pour faire venir des familles et faire revivre Oui, le oui, village. mais ça c'est complètement Ouais. différent parce que la vente d'un terrain à 1 euro le mètre carré, il faut quand même après rajouter 150 000 euros pour faire construire ta maison. Donc si tu veux, c'est pas le cas du migrant de base. Oui, mais c'était Donc, justement pour repeupler le village. Ah oui, non, non, C'était dans ça- cette. non, non, je Ça existe rebondissais en Italie. là-dessus. En Italie, il y a eu Ouais, des exemples c'est comme très ça de bien, villages ça. qui ont revécu Enfin, grâce à- n'oubliez Non, non, mais quand c'est même vrai pas qu'en que- en France, il y a beaucoup de tentatives dans ce cadre-là de Oui, donner des d'emploi, terrains, de- donner de- des de- choses. des épiceries. Où les mairies achètent les commerces et les Ouais. louent à des sommes modiques à des gens. Moi, je disais simplement qu'on pouvait. Il y a quand même toute une population, une sorte de quart-monde français qui serait peut-être très content qu'on leur propose aussi cette espèce d'émigration à la campagne dans un cadre un peu plus de ne pas sympa. faire non plus de ces villages des ghettos. Voilà. Alors, voilà, c'est ce que dit très que- justement oui, non, mais- Raffarin, il dit c'est une question de proportion. Ouais, de Après, proportion, faire de la parce que mixité, si Il ne on s'agit fait- pas d'envoyer 50 Voilà. migrants dans un village, mais une famille Voilà, de une migrants, famille, des voilà, familles qui une puissent ou deux familles, travailler, qui et puissent quelquefois faire ça suffit à faire basculer pour garder l'école ouverte. Ça me fait penser un peu à l'invention du fil à couper le beurre, hein, quand même. Dans le sens. Dans le Enfin, sens où- il le coupe bon, en même, le beurre. La plupart du temps, parles les de quoi? villages Tu parles de se beurre, sont- tu parles de- les villages se sont désertifiés parce que l'entreprise, la petite usine qui avait à côté est partie. Parce Oui. qu'on a laissé à volo les routes, parce qu'il n'y a plus de train, on a viré la gare, parce qu'il n'y a même plus de ligne de car. Voilà. Et donc, du coup, le village, il n'y a plus personne dedans. Alors, si on veut remettre des gens dedans, la première des choses, c'est de savoir si on les Pourquoi remet faire, de déjà. façon subventionnée, ou bien si on fait en sorte qu'à partir Oui, du moment non, où ils ça vont dans ce puisse village, vivre, bien sûr, ils puissent bien être sûr. autosuffisants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, derrière la mise en place de familles dans ces villages, qu'elles viennent de France, Carmonde, etc., ou de l'étranger, eh bien, parfait, à condition de pouvoir redonner du travail, des transports et un cadre de vie qui soit effectivement convenable et propice à un bon développement des familles. Mais ça passe quand même par un environnement, tout ça. C'est pas, En tout on cas, déclenche je pas. te certifie qu'avec la même somme, une enveloppe de 5 à 1 000 euros pour une famille, dans la région parisienne, tu ne vis pas. À la campagne, tu vis très bien. Tu as ton potager, tes 3 poules, ton truc, et tu te démerdes. C'est pas le paradis, mais voilà. Il faut aussi prendre ça en compte. C'est qu'il y a des choses possibles dans quelques Oui, endroits en dans France. des régions, bien sûr. Ouais, il enfin, faut sur pas des non plus migrants de partout. Syrie, Ouais. c'est le paradis. Ben, Hein, voilà, je pense que franchement, ils seront contents. Je veux dire, Très bien. Mais je pense que M. Raffarin devra peut-être essayer de trouver Non, des quelques détails à son J'avais oublié que projet. Jean-Pierre Raffarin vient du Poitou. Non. Oui, oui, absolument. Voilà, monsieur, madame Ségolène. Alors, un mot sur le code de la nationalité. Je disais, c'est le droit du sol. Vous aviez raison de préciser que c'est un mix entre le droit du sol et le droit du sang. Peut-être vous pouvez nous préciser un petit peu ce qu'est le droit de la nationalité aujourd'hui et quelle est la réforme que veulent faire les Républicains, notamment Nicolas Sarkozy. Oui, je comprends pas très bien. Enfin bon, on reviendra sur Nicolas Sarkozy, mais il a dit radicalement l'inverse il y a quelques années en disant que mais grâce là, actuellement, c'est quoi? Alors actuellement, On est droit français du sang, c'est dès lors qu'un enfant naît d'un des deux parents qui est français, il est français. Il est français. Donc ça, c'est la partie droit du sang. Dès qu'il naît sur le sol Et français. dès qu'il naît sur le sol français, à partir du moment où il a de parents étrangers, s'il naît sur le sol français de parents étrangers, dès lors qu'il a 5 ans de résidence, après l'âge de 11 ans, dès lors qu'il a 5 ans de résidence continue sur le sol français, il peut à sa majorité, enfin aujourd'hui c'est automatique, il est a la nationalité. automatiquement français. Il hein. est automatiquement français. À un moment, Voilà. il fallait demander Il y a eu notamment. voilà, sous Pasqua, il fallait qu'il fasse la demande et qu'il soit proactif dans la demande de la 93 nationalité. et 98, Et voilà, je crois. et maintenant c'est automatique. Voilà, Qu'est-ce que c'est veut la base. le parti, enfin, ce que veut pas, d'ailleurs, ce que propose en débat le Parti républicain. moi, je crois que ce que propose le Parti républicain et ce que propose Sarkozy, c'est peut-être mal dit, mal exprimé et en tout cas à l'évidence mal compris. Mais c'est surtout que derrière cette idée, l'idée c'est de dire la nationalité française, c'est une joie, c'est un plaisir, c'est quelque chose qu'on devrait guetter et demander. Et c'est pas quelque chose qu'on a automatiquement, dont tout le monde se fout. Et l'idée, c'est de dire, on devrait arrêter de critiquer la France, de dire que les Français sont des pourris, que la France est un pays de merde, et qu'en même temps, ah ben mais on veut bien être, on dirait que ce soit automatique d'être français. C'est simplement ça ce que veut le Parti républicain, c'est dire, ok, vous voulez être français, soyez fiers d'être français, demandez-le. Si vous parlez français, ça pourrait être un plus, parce que c'est vrai que c'est plus facile pour s'intégrer, ce qui ne me paraît pas complètement idiot. Il y a quand même des tas de pays, je veux dire, aux États-Unis, où là, il suffit d'être né aux États-Unis, on est américain, on demande quand même un examen, il faut être capable de citer 30 des présidents américains.
quand même. Bon, je veux dire, je suis... 30 présidents français, ça va être plus dur. Hein. Non, mais je vous donne mon billet que très peu de postulants à la nationalité française seraient capables de citer 4 présidents de la Ve République. Bon. Pour vous poser la question à des jeunes Français, ils ne seraient pas capables de oui, mais tu mets le doigt sur la faillite de l'éducation nationale, ça c'est une autre chose. Ouais. Mais on devrait pouvoir citer les 5 présidents de la non, donc ce que vous dites, c'est que les Républicains veulent que les Français qui acquièrent la nationalité par le droit du sol, c'est-à-dire automatiquement s'ils sont restés plus de 5 ans ou à partir de 11 ans, comme disait Florence, et à le demander, une petite cérémonie, peut-être un petit examen. En disant je suis content, j'aimerais être français, je suis ravi. C'est pas une remise en cause du droit du sol, c'est un aménagement. Oui, c'est simplement revenir un peu à la boulot au passeport. Parce que c'est pas aberrant, je sais pas, mais si je voulais être américain, ça me choquerait pas de demander la nationalité américaine. C'est intéressant parce que vous avez une expérience là-dessus. J'ai une expérience. J'ai une expérience de migrant. De naturalisation, de nationalisation. Puisque, effectivement, je suis né français, puisque né en 61, de parents français à Versailles, donc 61, le droit du sol, avec des parents donc, qui étaient français également, puisque de département français, l'Algérie. Oui, l'Algérie était française. Donc en 62, donc j'ai 1 an, je deviens donc algérien. Au 1er janvier 63, pardon, je deviens algérien puisque le département français est décolonisé et devient l'Algérie. Donc je deviens algérien et ensuite c'est à la majorité que revient le droit, comme c'est proposé aujourd'hui. Le droit, à l'époque, c'était donc à la demande. Donc chacun devait en faire la demande, chacun devait faire un peu un examen de conscience pour se dire finalement je suis où en termes de nationalité et donc redevenir français. Sauf que moi, donc je suis français. Vous l'avez pas demandé ? Moi, je suis. Si, j'ai demandé. Et c'est une réintégration qu'on m'a proposée. Donc, c'est encore une subtilité. Une subtilité, toujours particulier, vous le savez. C'est pour ça que je suis à cette émission et que les téléspectateurs nous regardent. Et on vous a demandé de donner des us et coutumes. Voilà, donc on m'a posé des questions. Non, je voudrais revenir quand même sur ce que dit Jean-Charles. Non, c'était intéressant. Attendez, racontez-nous, parce que c'est intéressant quand même. Oui, les us et coutumes. Non, mais c'est vrai que, arrivé donc, au moment où je choisis donc la nationalité française. C'est vrai que les questions. Vous aviez quel âge ? J'avais donc 28 ans à ce moment-là. 28 ans parce que vous vouliez devenir pharmacien, et donc il fallait la nationalité française. Et en fait, la question qui m'est posée, c'est de savoir si je me sens français. Donc je réponds naturellement oui, sauf que je ne comprends pas bien la question. Comme je ne comprends pas bien ce que dit Jean-Charles ou ce que disent certaines personnes. Je ne comprends pas bien. Je suis français. Oui. S'il faut que je le proclame, je veux bien le faire. Je vois pas pourquoi j'en serais obligé, comme pourraient le faire nos 2 amis, nos 3 amis, nos 4 amis autour de cette table. On ne vous le demande pas à vous, on en est convaincu. On me le demanderait à moi, on me le demanderait. Bon, après tout, si on me demande, je fais l'exercice. Après tout, je suis en capacité de le faire, ça ne me pose aucun problème. Mais quand même, ça m'interroge. Parce que à cette question... Vous sentez-vous pleinement français ? J'ai répondu ouais, je me sens bien français. Si c'est boire un coup, ça m'est déjà boire un petit coup de rouge, ça m'est déjà arrivé. Je dis ça et je salue tous ceux qui font le Ramadan pendant qu'on discute. En l'occurrence, c'est juste pour dire que c'est arrivé qu'effectivement je puisse pratiquer des us et coutumes. Sauf que pour moi, les us et coutumes sont une caractéristique de la, on va dire, de la culture d'un pays, pas forcément de sa nationalité ou de son drapeau. Et à ce moment-là, il me dit, mais encore. J'ai dit, écoutez, je prépare une thèse, donc un doctorat avec une thèse en pharmacie. Et je suis obligé de le corriger, puisqu'il l'écrivait effectivement à ce moment-là avec un Z. Pas le us et coutume, mais la thèse avec un Z, où je suis obligé de corriger le préposé. Donc la personne qui vous demandait comment vous sentez français. C'est anecdotique, simplement. On voit bien qu'il fait son boulot de vérification. En fait, c'est ça l'idée. On vérifie. Alors, il y a probablement d'autres manières de vérifier. Mais à mon sens, pas forcément le bachotage. J'ai fait une thèse et j'ai bossé mes matières. J'ai su ça par cœur. Le cycle de Krebs est un peu plus compliqué que de retenir les 50 derniers présidents des républiques françaises. Je pense que le bachotage, quelqu'un qui va faire l'effort d'apprendre quelque chose parce qu'il sait que ça sera la question cruciale, va le faire. Et pour autant, il n'en sera pas un Français. Donc ça fait l'effort. Ça voudra juste dire qu'il avait une petite volonté. Ça se mérite. Simplement, le mérite, il est toujours dans les deux sens. Est-ce que vous trouvez ça j'ai vraiment le sentiment d'être un français. peu humiliant au fond, pour dire les choses.
c'est probablement pas le mot, parce que c'est tout aussi violent que de dire que c'est humiliant. Après tout, un pays peut mettre des droits comme il peut mettre des devoirs. Et ces devoirs, après tout, quand on connaît la règle, on s'y plie parce que c'est un devoir. Donc c'est pas forcément humiliant, il y a une règle et on la respecte. Simplement, avant que les droits soient écrits et avant d'y répondre, on peut peut-être discuter ensemble de la manière dont on va imposer cette règle qui s'imposera forcément à tous, sans que ça devienne une humiliation. On peut pas passer son temps à discuter, c'est exactement comme quand on a fait l'erreur de faire rentrer n'importe quel pays dans l'Europe. On aurait pas d'avocat autour de cette table, la dictature se met en place. On aurait dit aux pays européens qui voulaient nous rejoindre, voilà, les lois de l'Europe sont celles-ci, ça vous intéresse, vous venez. Si ça ne vous intéresse pas, vous venez pas. C'est beaucoup plus simple. Alors que là, la France, on a fait voter tous les pays qui voulaient rentrer si éventuellement la façon de gouverner l'Europe leur plaisait, etc. Et là, c'est pareil. Si tu as envie d'être français, on ne va pas te demander de discuter sur la façon dont tu veux être français. C'est pas ce que je dis. La question, c'est pas de savoir si je veux être français. La question, c'est je suis français. Voilà, par des textes et par des règles. C'est la vérification. J'aimerais que cette vérification soit soumise et qu'elle soit probablement amendée. Tu sais que tout le monde n'a pas fait une thèse de pharmacie, donc tu dis que c'est plus compliqué une thèse de pharmacie que d'apprendre le nom des présidents de la République. Tu as sûrement raison, mais tout le monde n'a pas ton niveau intellectuel et ton niveau universitaire. Donc ce n'est pas un argument. On peut simplement exiger que les gens qui veulent être français en expriment le désir. Mais au lieu d'avoir un simple truc. C'est pas une carte grise, une carte d'identité. C'est plus important. Tu vois, quel est le degré d'exigence que tu pourrais obtenir pour réellement faire d'un être français un vrai citoyen? Moi, déjà, que la personne exprime le désir en disant j'aimerais. Ça peut être totalement faux. Ça peut déjà être faux. Oui, mais si on est déjà dans cette idée de fausseté que tous les gens sont détruits non, c'est simplement, on dit, on va dans une mairie, on va dans un truc, il y a le drapeau français, il y a la tête du président de la République, et on dit, c'est une petite cérémonie officielle, on dit voilà, j'aimerais bien être français, ça me plairait, l'idée me plaît, votre pays me plaît, voilà, et je signe là. Si on se compare avec les Américains qui, dans ce domaine, sont plutôt très révélateurs de l'amour qu'ils ont pour leur pays, chez les Américains, il y a un drapeau à toutes les portes de maison. Donc, chez eux, il y a un vrai sentiment d'appartenance. Et quelque part, ça développe un sentiment de patriotisme. Les Américains, ils mettent la main sur le cœur, ils lèvent la tête quand il y a l'hymne américain. Chez nous, l'hymne est sifflé dans les stades. Quand on demande si on aime être français, on entend souvent des « bah non, nous on s'en fout, tout ça ». Donc on aimerait bien, quelque part, que quelle que soit l'origine des personnes interrogées, qu'ils soient d'origine bretonne ou algérienne, importe peu, mais que nous sentions une vraie appartenance à la patrie, au pays. Moi, ça me paraît quand même extrêmement important. On n'entend par exemple jamais un Américain, même un Américain récent, gagner quelque chose ou réussir quelque chose et dire « Ah non, mais je ne suis pas qu'américain, je suis aussi, avant j'étais telle chose ». Jamais. Le mec, il est américain, il est devenu américain, il a demandé d'être américain. En France, c'est systématique. D'abord, on gagne moins, effectivement, mais sinon, la majorité des sportifs, c'est tout de suite comme étendard. Mais vous êtes républicain, vive la République, etc. Vous ne les embêtez pas avec ça. Moi, ce qui me gêne, pour faire simple, c'est que tout ce qui se dit autour de cette table est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui sifflent le drapeau français. Il y a des gens qui, en l'occurrence, qui pourraient dire des choses qui seraient contraires ou à la République, ou voire même aux citoyens de base. C'est juste qu'il vous faut quelques exemples pour élaborer ce que vous êtes en train de dire. Moi, je vous dis que la majorité des gens que je côtoie, avec lesquels je vis au quotidien, Trappe en particulier, mais pour être né à Versailles de la même façon, pour avoir fréquenté les facultés avec des gens de même nature ou des gens qui n'ont pas le même niveau intellectuel, tous ces gens-là aiment la France. Laisse-moi finir ma phrase, parce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire. Pourquoi ça va les gêner? Tu sais ce que je vais dire et tu proposes l'inverse. Si tu sais ce que je vais dire, alors dis la même chose que moi, parce que je te dis que la plupart des gens que je côtoie, on va dire, allez, des beurs et des blacks pour faire simple, d'origines un peu diverses et d'ailleurs. Je te dis qu'ils disent la même chose que moi, sans avoir le même niveau ni intellectuel ni scolaire, parce que c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de cœur, il s'agit de passion pour un pays. Ils l'ont dans la grande majorité. Simplement, s'il vous faut des prétextes, vous en aurez toujours. Et ces prétextes-là, si vous les avez en revendiquant le fait que ça peut être une thèse du Front National qu'il faut combattre, ben vous êtes dans le même camp de la même façon. Le Front National en fait une thèse et il se trompe. Vous l'alimentez en faisant croire que c'est encore vrai. Moi, je vous le dis. Je côtoie ces gens-là. Je ne côtoie quasiment que ces gens-là. C'est pas ça.
Par contre, des exemples, vous en aurez pour dire le contraire. J'ai juste envie de vous le dire, si vous voulez bien m'entendre, que la majorité, la très grande majorité, l'immense majorité de mes gosses dans le foot, de mes éducateurs, des gens que je côtoie, aiment ce pays, aiment cette France, le disent de la même façon. On n'en doute Alors, pas. s'il y en a quelques-uns... On n'en doute pas. Et est-ce que qui ça sont- les gênerait au moment... Mais en quoi pour ça ceux serait... qui devraient devenir français, ils Ils vont te se sentir humiliés d'aller dans une Ils te mairie et dire déclarent. « j'aimerais être français ». Ils disent qu'ils sont Ils vont autant se sentir français. humiliés. Ils se déclarent français. Comme tu l'es, tu leur Mais s'ils demanderais... le sont, bien sûr. Mais si on leur demande, Sur leur- ça va les ennuyer. Là, on est en train de parler de gens qui veulent devenir français, pas de gens qui sont français. Oui. Mais je te parle également Ils de se gens, sentent français. de gens qui sont Voilà. Non, mais devenus ils se français ou sentent qui français. veulent le devenir et qui Moi, sont en France. je ne sens pas dans vos propos de quoi vous opposez, hein, pardonnez-moi. Si. Tu Si. témoignes, Si, tu si, si, témoignes si, que si, tous si, les gens fondamentalement, que ils tu sont côtoies. d'accord. Non. Si. Ah si. Moustapha témoigne que tous ceux qu'il côtoie, quelle que soit leur J'ai pas vos origine, exemples. aiment la France. Non, mais j'ai pas vos exemples à la bouche. Je dis pas. Jean-Charles dit j'aimerais que tous aiment la France. Oui. Et la Le seule disent, différence et le aujourd'hui, disent, et le disent. Elle, la France. elle est sur le Et plan nous, légal. il c'est la aimerait, raison et qu'est nous- partie cette conversation, c'est la partie légale, c'est-à-dire droit du sang, droit du sol, c'est de dire à partir Est-ce qu'il du faut les moment obliger à le où dire venant Voilà. de l'étranger, Voilà, on c'est veut là où on devenir s'oppose. français, on va le demander. Ça me paraît pas être complètement fou. Et en tout cas, ça ne mérite pas une telle opposition Ah, de votre part. visiblement, c'est si. quand même, bah si, c'est un choix de société. Encore une philosophique fois, et mesdames, différente. messieurs, à cette table Ouais. est en train de se construire le mur de la dictature. On ne peut plus discuter. On ne doit pas avoir d'avocat. On continue. Non, mais sérieusement, je ne dis pas que les règles ne peuvent pas s'imposer Changer. à tous et que tout le monde s'y pliera, puisque par définition, la France, c'est aussi des. Ou alors pourquoi des droits ne et pas des le devoirs. demander à tout le monde Mais dans ce cas-là, pourquoi pas à tout le monde. Parce que pour se dire, après tout, jusqu'à Allez. 18 ans, on n'est pas très le capable monde- de savoir. Et Non, à ce 18 que ans, on peut... à mon sens, tout le monde est de bonne foi. Alors, donc toi, tu voudrais proposer aux gens qui sont français de ne plus l'être. Bah oui, bah, À je- 18 ans, tu Je vais se poser la question de Je- plus. Mais la seule chose, c'est Je qu'on ne ne suis sait pas pas ce sûr. qu'ils Que, vont être. mais je ne suis pas sûr que dans certaines régions, des Bretons, des Corses, mais il se serait revendiqueraient quoi comme français. Il serait À quoi l'heure actuelle, il n'y a pas encore, et heureusement, enfin j'espère que je ne verrai pas ça, de nationalité bretonne, de nationalité corse. Ouais, mais Bon, donc oui, heureusement. Donc alors tu dis, le gars, vous êtes plus français, vous êtes quoi? Breton. En revanche, je tiens à préciser quand même. Je pense que c'est ailleurs. je pense que le nœud. Citoyen européen, moi Je pense que non, mais je pense que le véritable sujet, il est là en fait, parce que je crois que sur le fait qu'on soit français ou qu'on aime la France, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. c'est vrai, Il n'y a pas de c'est débat. France, hein. Je pense qu'il Non, non, je vois pas pense que l'intérêt. je pense que Je ce me qui sens choque- citoyen européen, je ne me sens pas Bah, citoyen pas moi, français ou... je pense italien que ce ou qui belge. choque, à mon avis, le plus, parce que c'est pas tant la nation française ou le drapeau français ou les règles françaises ou la République, c'est plutôt cette idée selon laquelle on est français, mais pas tout à fait. On va sortir ça. le drapeau algérien, on va sortir le drapeau tunisien. Ça n'a jamais fait chier personne que des Américains français sortent de temps en temps le drapeau américain. Je le vois à Dampierre à chaque fois qu'il y a une manifestation, le Super Bowl, les choses comme ça. C'est les drapeaux américains déployés dans toute la commune. Bon, personne ne va dire, on a vu plein de drapeaux américains, ça choque moins. Ou d'autres drapeaux pour des Allemands qui, par exemple, peuvent supporter la Mannschaft. Si tu étais honnête, Il y a tu quelque... poserais la Je question suis en disant, honnête. pourquoi Je est-ce suis que ça honnête. choque moins Je suis honnête. Et donc, moi, je le dis, à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement comprendre qu'il y a de l'affect aussi dans un être? Dans un être, il y a le raisonnement, il y a le raisonner, et j'ai l'impression de l'être. Parfois, il y a un peu d'affect aussi. Et savoir qu'on est d'origine algérienne et aimer cette culture, aimer cette langue, aimer ces gens, aimer son humour, bah, de temps en temps, ouais, on se dit, tiens, on est aussi un peu en appartenance, comme les Bretons le font, comme les Corses le font. Voilà, c'est juste que je voudrais qu'on se détende sur cette question. On est tous français, il y a des droits et des devoirs, et tout le monde personne n'a jamais dit le contraire. Laissez un peu l'affect aussi remplacer. Et on était détendus les droits. au début. Ça serait le mot de la fin. Le mot de la Juste fin. un tout Alors, petit mot, mais je pense Parce que la conclusion, c'est qu'en fait, on n'a toujours pas digéré notre problème de colonisation, puisque un Algérien n'égale pas un Allemand. Enfin, je veux dire, c'est bien ce qu'on a dit. Les drapeaux allemands, ça gêne pas. Les drapeaux algériens, ça gêne. Le drapeau qui Non, mais c'est Super Bowl ou Coupe du Monde ou je sais. Voilà. je suis Bon, pas sûr que et je l'exemple pense de que l'Allemagne soit le mieux choisi. Non, mais l'Angleterre ou l'Italie. Mais je pense que le problème il est là. On n'a pas le temps de parler. C'est notre problème, En un voilà. mot pour finir, le bac, faut le supprimer ou pas? Oui ou non? Non. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu moi le bac, donc je sais pas. Non, mais plus de contrôle continu. Ok, merci à tous les quatre. On en reparlera parce que c'était cette sorte de passage obligatoire, voilà, vers l'âge adulte, hein, le bac, c'est ça, qui avait lieu cette semaine. On en reparlera peut-être la semaine prochaine. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouveau PAF. Merci à tous.